Alors, bonjour tout le monde, bonjour ma belle communauté. Je suis très, très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, puis d'avoir surtout Anne-Laure Nouvion. Anne-Laure qui est PhD, coach et enseignante certifiée en PNL. Elle est aussi formatrice en neurosciences. Alors, Anne-Laure, je te dis un gros merci d'être là aujourd'hui. Et un grand, grand merci à toi et bonjour à tous. Ah, ça fait plaisir. Alors, Anne-Laure, tu es la spécialiste des neurosciences presque dans le monde, là, en tout cas dans le monde du coaching, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous, premièrement, à la base, nous dire qu'est-ce que c'est les neurosciences? Qu'est-ce que ça vient faire avec le coaching ou l'accompagnement? Ouais. Alors, les neurosciences, on peut les définir de façon très, très large comme étant l'ensemble des connaissances et des recherches sur le système nerveux. Donc ça, c'est vraiment très large. Moi, j'aime bien distinguer deux champs des neurosciences, les neurosciences cognitives et les neurosciences affectives. Et c'est d'autant plus important dans notre domaine d'accompagnement, que ce soit le coaching ou d'autres approches d'accompagnement, parce que les neurosciences cognitives vont vraiment concerner toutes les connaissances et recherches qui portent sur comme leur nom l'indique, sur la cognition, c'est-à-dire la façon dont l'être humain apprend, dont il comprend, dont il raisonne, dont il réfléchit, dont il prend les décisions. Tout ça, c'est les neurosciences cognitives. Et l'autre pan, c'est ce qu'on appelle les neurosciences affectives. Donc là, comme leur nom l'indique, ça va être toutes les recherches et les connaissances qui portent sur les affects, les ressentis et les émotions. Il y a certains chercheurs qui ne font pas de distinction entre ces deux domaines. Moi, j'aime bien les faire, ces distinctions entre neurosciences cognitives et neurosciences affectives, parce que je trouve que c'est important dans le milieu du coaching où on va, et dans le milieu des professionnels de l'accompagnement de façon générale, on va accompagner nos clients donc à changer, que ce soit un comportement qui est désagréable, à mieux gérer des émotions, à mieux gérer des relations, etc. On accompagne nos clients dans le changement. Et le changement va passer à la fois par des prises de décision, par faire du sens à des actions, donc ça va concerner tout ce qui est la connexion, et à la fois par tout ce qui est les émotions et la façon dont nos décisions sont influencées par nos émotions. Donc ça, c'est toutes les neurosciences affectives. Donc Mhm. voilà un premier petit résumé. OK. Est-ce que tu peux parler juste me donner une idée des Ouais. neurosciences par rapport au doute? Tu sais, quand on est dans des périodes de doute, et j'ai l'impression que les neurosciences vont beaucoup avoir là-dessus, c'est que là, il y a le hamster dans notre tête qui se fait des scénarios, on est Ouais. souvent dans les scénarios négatifs. Alors, peux-tu me parler là, de la connexion? Euh, alors, c'est une bonne question. J'avoue que sur le doute en tant que tel, je n'ai pas vraiment réfléchi. Par contre, ça me fait penser à, tu sais, qu'on a le hamster qui tourne. C'est souvent parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur une situation ou sur une émotion ou sur une sensation, tout simplement parce que la situation en question, la problématique en question ne fait pas de sens. Et souvent, quand on a... Alors, tu vois, j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais j'imagine que ça va être directement relié au doute. C'est quand on a un doute, c'est que le sens n'est pas clair. Le sens de la situation n'est pas clair. Je vais donner un exemple avec le sens, la notion de sens. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée. Alors, ce n'était pas un client, là, c'est une personne que j'avais rencontrée dans un contexte personnel. Et cette personne m'avait dit qu'elle était toujours dans le fameux hamster et qu'elle avait des doutes justement sur sa situation personnelle et affective parce que sa femme l'avait quitté il y a 4 ans et qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi. Ça ne faisait pas de sens, la séparation ne faisait pas de sens. Mhm. Et donc, il avait des doutes sur toutes les relations dans lesquelles il s'engageait désormais parce qu'il n'avait pas donné du sens à cette histoire qui pour lui n'était pas finie puisqu'il n'y avait pas eu d'explication logique pourquoi elle est partie. Et ce fameux pourquoi faisait en sorte qu'il était dans mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi elle est partie et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Donc il était dans ce hamster qui créait des doutes sur les situations actuelles qu'il avait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je donne comme exemple. Il crée des doutes pour le présent et pour le futur. Exactement, ouais. Et dans le contexte professionnel, ça va être exactement la même chose. Je peux donner un exemple d'un client que j'ai coaché qui a été remercié par son entreprise. La raison était licenciement économique. Donc ça n'avait rien à voir avec ses compétences et avec son expertise. On l'avait même vraiment mis en avant sur le fait que ses compétences avaient été très appréciées dans la société, mais licenciement économique.
donc pour des raisons budgétaires principalement. Sauf que il a appris qu'il y avait eu une fusion de sa société avec un partenaire, que ce partenaire avait injecté de l'argent. Donc, pour lui, la raison de licenciement économique ne faisait pas de sens. Et là encore, il était dans le doute sur son expertise, sur ses compétences. Ça l'a ramené dans cette notion de doute parce qu'il n'y avait pas de sens sur la situation qu'on lui avait donnée. Donc, c'est vraiment aussi cette notion de sens, c'est une clé qui est majeure dans l'accompagnement au changement, de donner du sens à ce que vit la personne, pourquoi il a vécu ça, pourquoi alors il s'engage dans une situation. Alors, les PNListes là, qui m'entendent vont sans doute bondir parce que en PNL, on dit qu'on ne s'intéresse pas au pourquoi et qu'on va tout de suite dans le comment. Ce qui est bien sûr toute la puissance de l'approche PNL, c'est de ne pas s'arrêter sur le pourquoi et d'aller dans le comment. Donc je suis bien évidemment alignée avec cette philosophie. Cependant, la façon dont le cerveau fonctionne, c'est que tant que l'être humain ne répond pas au pourquoi, il n'avancera pas. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est les neurosciences au service des neurosciences. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Comme ça. Puis d'ailleurs, tu connectes, tu as une formation stress et neurosciences, changement et neurosciences, coaching et neurosciences. Alors, on peut tout attacher aux neurosciences et à ce qui se passe dans notre cerveau, en fait. Bah, c'est sûr que moi, c'est ma porte d'entrée puisque je suis docteur en biologie et que j'ai développé cette expertise en neurosciences basée sur ma première carrière professionnelle et ma deuxième étant cette expertise en coaching et en relation d'aide. Donc, j'ai forcément créé des passerelles entre ma première carrière qui sont les sciences et ma deuxième carrière qui sont l'accompagnement. Donc forcément, je vais greffer tout ce qui est lâcher prise, stress, changement aux neurosciences. Après, il y a plein d'autres portes d'entrée que celle-là, mais c'est vrai que celle-là, c'est celle qui est ma porte d'entrée privilégiée et que je trouve très efficace. Oui, oui, c'est très connexe et on ne peut pas séparer les deux, en fait. Hein? Tu es en train d'écrire un livre, Les 7 clés scientifiques du changement. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu voudrais nous en parler, peut-être nous donner quelques clés. En train d'écrire un livre, le en train date de 6 ans. Ah bon. Donc, c'est un en train qui dure. Qui est assez long. Là, en ce moment, il se dessine, le squelette se dessine autour de 7 clés scientifiques du changement. Le titre, bon, il n'est pas encore définitif. À la base, c'est un livre qui propose des passerelles entre les neurosciences et la PNL, mais je l'ai élargi entre les neurosciences et l'accompagnement de façon générale. Et donc, qui dit accompagnement dit changement. Et j'ai identifié 7 clés qui permettent de proposer des leviers dans l'accompagnement au changement. Alors, ces 7 clés sont issues en fait de 7, au départ, on va dire, barrières qui empêchent, ou des blocages qui empêchent l'être humain de changer. Et donc, ces barrières peuvent se transformer en clés et en leviers. La première, c'est le sens, je viens d'en parler. Donner du sens à une situation, lâcher prise aussi sur le sens d'une situation, c'est un enjeu qui est un peu complexe, mais qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais donc, toute cette notion de sens, c'est fondamental. L'être humain est un être de sens. Il a besoin de faire du sens. C'est la première clé. La deuxième, c'est la sécurité. Et pour moi, sens et sécurité vont de pair. La sécurité, c'est une clé qui est issue d'une mémoire archaïque de l'être humain et de notre cerveau. On a besoin de sécurité. Et là encore, tant que l'être humain n'est pas en sécurité, il n'avancera pas. Je peux donner un exemple très rapide d'un coaching que j'ai fait il y a quelques jours avec une cliente. Elle me dit, donc elle est dans un poste salarial qui lui apporte une certaine situation financière, sauf qu'elle a envie de se lancer à son compte et de devenir entrepreneur, et donc elle a cette peur de l'insécurité financière. Et elle me dit la chose suivante, il faut que je lâche prise sur la sécurité. Et en fait, après le coaching, elle a réalisé que c'était pas envisageable pour elle. La sécurité, c'est un socle et que c'est sur la sécurité qu'elle va pouvoir se construire. Donc le lâcher prise, il n'est pas à faire sur la sécurité en tant que telle, il est à faire sur l'impact que provoque l'insécurité. C'est complètement différent. C'est quels sont les besoins qui y a en arrière, quel est le niveau de sécurité qui est acceptable pour moi pour pouvoir avancer et donner du sens. Donc voilà, ça c'est mes 2 premières clés. Est-ce que tu veux que je cite les autres ? Ben oui.
Oui. Il y en a 7, on va les Il y en a sept. accueillir. La troisième, c'est le plaisir. Ouais. L'être humain agit, passe à l'action, change avec le plaisir. Et ça, on a tendance à l'oublier. Que ça soit au Québec, où j'ai vécu pratiquement 15 ans, ou en France, où je suis rentrée depuis un an. Là, dans le monde du travail, la notion de plaisir, elle est assez euh, conflictuelle, j'allais dire, avec le milieu du travail. C'est un peu comme si, parce que je travaille, j'ai pas de plaisir. C'est assez étrange, alors qu'en fait, l'être humain passe à l'action s'il obtient une récompense. C'est la fameuse notion du système de récompense dont on entend beaucoup parler, Ouais. et la fameuse dopamine, dont on entend dire que c'est l'hormone du plaisir. En réalité, c'est davantage l'hormone de la motivation qui va pousser l'être humain à passer à l'action pour obtenir une récompense qui, elle, est source de plaisir. Donc ça, c'est la troisième clé. Donc l'idée, nous, en tant qu'accompagnants, c'est d'aller identifier les sources de plaisir dans l'atteinte d'un objectif pour que notre client puisse passer à l'action. Ça, c'est la troisième. Quatrième et cinquième, je les mets ensemble, c'est temps et répétition. Le cerveau a besoin de temps et de répétition pour changer. C'est pas vrai que l'être humain change de même. S'il le fait, c'est qu'il y a eu tout un temps de préparation en amont, qu'il y a eu une perméabilité cérébrale, j'aime bien dire cette expression-là, qui fait que l'être humain est prêt à changer, parce qu'il y a ce fameux point de bascule qui fait que là, je suis prêt à passer à l'action, je suis prêt à oser, je suis prêt à franchir. Euh, voilà, et donc c'est du temps et de la répétition. Ça, c'est vraiment donc mes clés 4 et 5. Ma clé 6, c'est tout simplement les émotions, que je pourrais relier à la fois au plaisir, à la sécurité, au sens. Les émotions vont influencer les prises de décision. Les émotions, le processus émotionnel, c'est un processus qui implique différentes parties du cerveau et pas seulement le cerveau limbique, contrairement à ce que certains diffusent encore dans les médias. C'est bien plus complexe que ça, le processus émotionnel. Mais toujours est-il que nos actions sont directement guidées par les émotions sans qu'on en ait conscience. Donc ça, c'est important et c'est un levier qui est très important aussi de prendre conscience de ce levier-là. Et mon dernier levier ou ma dernière clé, c'est le collectif. L'être humain est un être social. Et là encore, l'isolement, par exemple, l'ennui, la solitude, tout ça sont des freins au changement. Et que de participer à un objectif en lien avec un système, de prendre en compte en fait le système qui est présent pour changer, de s'appuyer sur ce collectif pour changer, c'est un levier très puissant aussi. S'appuyer sur le collectif, parce qu'il y a des gens aussi qui ont peut-être peur. Il y a des gens qui se complaisent aussi dans la sécurité de la solitude ou de l'isolement. Et ça Ouais. peut aussi faire peur de devoir. Alors, quand je dis collectif, c'est vraiment d'un point de vue neurosciences. C'est que le cerveau a besoin des interactions avec l'environnement, avec l'extérieur, pour prendre des décisions. C'est plus ça l'angle collectif. C'est-à-dire que c'est un aller-retour entre l'environnement, l'extérieur et mon intérieur. Et le collectif va participer, le collectif, il faut vraiment le voir au sens large, c'est-à-dire l'environnement, si tu veux, on pourrait plus l'appeler l'environnement, va participer aux prises de décision parce que mon cerveau est un cerveau social et que coupé du monde, il ne peut pas prendre de décision, il ne peut pas s'engager dans un changement. Il a un besoin permanent d'avoir. Il y a comme une délibération interne en fait. Tu sais, quand tu parlais de doute en début, le doute va être vérifié, validé, infirmé avec l'environnement. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça? Oui, l'environnement et le côté familial aussi et tout ce qui... C'est l'écologie en PNL, hein. On va parler de l'écologie. Oui, absolument. C'est comme ça qu'on se compare, qu'on valide des choses. On valide et même si... alors, je voudrais surtout pas que le message soit pris de la façon suivante, c'est que les décisions sont prises en fonction des autres. C'est pas du tout ça le message, hein, parce que moi, je suis au contraire dans l'idée de rentrer chez soi pour être mieux avec les autres, hein. L'idée, c'est d'abord d'aller à l'intérieur de soi et de travailler sur soi et donc d'être conscient de ses émotions, de sa source de plaisir, du sens, de la sécurité, etc., pour ensuite prendre des décisions. La clé collective, elle intervient parce que le cerveau est en constante interaction avec l'extérieur. Ne serait-ce qu'un terme de PNL, là, le VACO, qui sont, donc pour les non-PNListes qui nous écoutent, là, qui sont tout simplement
les sens sensoriels, vont nous donner des informations qui vont nous permettre de prendre des décisions. Donc, c'est vraiment l'aspect collectif, tu vois, il est vraiment sur cet axe-là. Excellent. Pour moi, on vient juste de nommer le cerveau limbique tout à l'heure et tu dis, bon, contrairement à ceux qui peuvent penser autrement, peux-tu, à un moment donné, je suis allée à ta conférence, tu nous avais fait l'espèce de truc avec ta main là, pour expliquer un petit peu les trois cerveaux. Est-ce que, Victement, tu pourrais faire une petite explication là? Alors très rapidement, donc la théorie des trois cerveaux qui est encore diffusée dans beaucoup de médias, elle est erronée aujourd'hui. Elle n'est pas complètement fausse, mais elle est erronée, elle est à ajuster. La théorie des trois cerveaux, c'est de dire, donc c'est de Paul MacLean, un médecin neurophysiologiste, qui a proposé une théorie selon laquelle le cerveau humain aurait évolué successivement au cours de l'évolution avec trois couches. Le reptilien, le limbique et le néocortex. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'on a réalisé que les reptiles, étant les scientifiques, que les reptiles, les oiseaux avaient déjà un cortex. Donc, c'est pas vrai que les reptiliens ont juste un cerveau reptilien. C'est un peu plus complexe que ça. C'est plus la répartition et le volume des trois couches qui auraient différé selon l'espèce et selon les contraintes environnementales. Pour répondre à ta question précisément sur le cerveau limbique, et je parlais plus du processus émotionnel et cette histoire du modèle de la main, là, c'est pas le mien, c'est Daniel Siegel, qui est un autre neurophysiologiste, ou neuroscientifique, en tout cas, c'est possible que je me trompe sur son titre, mais donc Daniel Siegel propose le modèle de la main pour expliquer le processus émotionnel. Donc le modèle est le suivant, donc vous prenez votre main, vous imaginez qu'ici c'est le cerveau reptilien, donc c'est le siège de tout ce qui est nos instincts, moi je l'appelle notre conscience instinctive, tous les réflexes primaires, la respiration, la digestion, le petit bébé qui arrive à la naissance et ce qu'a ce réflexe de succion, c'est le cerveau reptilien. Ici, on imagine donc le pouce, on imagine que c'est le cerveau limbique, donc c'est là où sont générées les émotions. Et puis mes 4 autres doigts, ce serait le fameux néocortex, qui a pris son expansion majoritairement chez l'homme. Et ce que Daniel Siegel propose comme modèle de la main, c'est suivant. C'est qu'en fait, donc les petits, ils sont comme ça. C'est qu'on a un accès direct à la genèse des émotions. Les émotions sont générées et c'est directement accessible jusqu'à l'âge de 7 ans où le néocortex commence à maturer. Et il se termine vers l'âge de 25 ans, mais ça honnêtement, on va dire déjà... Voilà, ça dépend. Et puis, les scientifiques disent qu'en fait, le néocortex continue sa maturité tout au long de la vie. Donc, ce néocortex, c'est lui qui va être capable de gérer les émotions en se refermant sur le limbique. Alors, c'est très métaphorique. Concrètement, ce n'est pas ça qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est vraiment des connexions entre le néocortex et le limbique. Et ce que le néocortex dit, c'est quand il y a une émotion, c'est calme-toi, je raisonne et je passe à l'action. Donc, c'est vraiment un processus émotionnel qui est entre le limbique qui lui génère l'émotion et le cortex préfrontal, précisément, qui lui gère l'émotion. Donc, quand on est impulsif, quand on a une émotion, c'est que poup, ça saute. Et là, il y a un accès direct à l'émotion. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre une décision. Par exemple, on reçoit un SMS qui nous met en colère. L'idée, c'est de ne pas répondre tout de suite, parce que si on répond tout de suite, on répond de cette façon-là. Ce qui est plus efficace et plus, j'allais dire, on parle beaucoup de discernement juste. Là, pour avoir un discernement éclairé et juste, c'est d'aller prendre une marche pour faire en sorte que le néocortex se referme, envoie des signaux de raisonnement au limbique. Et là, ensuite, on peut prendre notre téléphone et répondre de façon beaucoup plus juste, avoir un discernement plus juste et plus éclairé. Voilà en gros le modèle de la main. Ouais, c'est génial. Et puis quand on parle d'intelligence émotionnelle, par exemple, alors c'est tout le néocortex qui est toute cette partie-là qui n'est pas habilitée à justement gérer les émotions. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est à la fois ce système-là, c'est-à-dire cette capacité en fait du néocortex d'aller communiquer avec le limbique. Mais il y a aussi d'autres processus dans l'intelligence émotionnelle. Mais c'est vrai que un des processus dans l'intelligence émotionnelle que je trouve intéressant, c'est d'apprendre à étirer le temps entre l'impulsion et l'action. Donc, on a une impulsion qui est l'émotion, et puis on passe à l'action. Disons qu'on passe à l'action à cette étape-là. L'idée d'étirer le temps, c'est de la passer à cette étape-là, de passer l'action à cette étape-là. C'est-à-dire d'étirer le temps entre l'impulsion, j'ai une impulsion,
comme par exemple j'ai une source de stress ou j'ai une montée de colère ou j'ai une montée de tristesse et je passe à l'action. Passer à l'action, ça va être verbaliser une parole, ça va être écrire un mot, etc. L'idée, c'est d'apprendre à étirer le temps entre l'impulsion qui est là et l'action. Et pour ça, étirer le temps, c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à se connaître, apprendre qu'est-ce qui me déclenche, c'est quoi mes impulsions, et comment apprendre à étirer le temps entre l'impulsion et l'action. Donc ça peut être déjà d'apprendre à se connaître et d'apprendre les déclencheurs. Rien que ça, c'est la notion d'attention. Toute la puissance de l'attention, elle est portée à cette première étape. Je porte attention à ce qui me déclenche, à ce qui déclenche mon cerveau, parce que quand je suis comme ça, c'est ça qui se passe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller détecter qu'est-ce qui m'ouvre finalement dans le modèle de la main, là. Ouais. Et c'est l'attention, toute la puissance de la pleine conscience, de porter attention à nos schémas corporels, à nos schémas mentaux. Tout ça va faire en sorte qu'on va être capable d'aller détecter l'impulsion. Et ça va nous permettre d'apprendre à étirer le temps pour ensuite répondre et passer à l'action avec plus de discernement. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Je pense aussi à la perte de poids. Ok. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout ma spécialité. Ça serait plutôt l'inverse, moi. Non, mais il y a quelque chose dans la même notion de l'impulsion à l'action, toute cette notion d'étirer le temps. Tu sais, quand la fin arrive. Ah, ok. Alors ça, ok, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, je passe devant une boulangerie, je vois un pain au chocolat et je passe à l'action, c'est ça? Oui. Donc, je rentre dans la boulangerie pour acheter le pain au chocolat. Oui, c'est ça. Alors ça, je leur mettrais, oui, c'est un très bon point. C'est en effet étirer le temps entre l'impulsion et l'action. Là, c'est la dopamine qui rentre en jeu. Ah, okay. Là, dans ce contexte-là, ce qui se passe, c'est que je vois le pain au chocolat. Le pain au chocolat égale source de récompense. Plaisir, oui. Donc, plaisir. Donc, je sécrète immédiatement des opioïdes qui sont les hormones qui vont avoir cette sensation de plaisir. Et avec les opioïdes, sont sécrétés en même temps la dopamine qui, elle, me fait passer à l'action. Ah. Ouais, et puis la dopamine, c'est là où elle est très puissante. C'est que la dopamine est sécrétée que la récompense soit concrète ou qu'elle soit imaginée. En plus. Donc, même si je pense à un pain au chocolat, je vais avoir envie de passer à l'action parce que la dopamine est sécrétée. Et donc, je passe à l'action et je vais sortir de chez moi pour aller à la boulangerie du coin et acheter le pain au chocolat. C'est ça. Donc, là, on est à nouveau dans cette notion d'attention, c'est-à-dire d'être conscient des facteurs qui nous déclenchent en lien avec cette thématique-là, en l'occurrence, qui est la perte de poids pour cette situation-là. Oui. Ben, écoute, merci pour les informations parce que ça peut être intéressant. Je sais que la perte de poids, ça touche beaucoup de monde. Alors, oui. On va faire le petit lien. Écoute, je te remercie énormément. C'est très, très intéressant. Je suis certaine que les gens qui vont écouter cette vidéo, ils vont dire « Ah, mon Dieu, j'aimerais en savoir davantage et à la fois sur les neurosciences et sur toi. » Alors, je vais mettre le lien de ton site web, Anna, pour que les gens puissent te consulter pour des formations futures, acheter ton livre ou peu importe. Super. Alors, merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Un grand merci à toi, Louise, et puis au plaisir de rencontrer tout le monde bientôt. Parfait, super.